Vous êtes-vous déjà demandé si le compostage était réellement une invention moderne? Nous regardons souvent ces bacs en plastique bien rangés dans nos jardins et supposons qu'ils sont la solution véritablement nouvelle pour transformer les restes de cuisine en un sol riche. Eh bien, la vérité est presque à l'opposé. Bien avant les bacs à compost, bien avant le plastique, et bien avant que l'idée même d'un système de compostage formel n'existe, les agriculteurs du monde entier créaient déjà certains des sols les plus riches que la Terre ait jamais connus. Et ils le faisaient d'une manière qui pourrait vous surprendre. Ils ne retournaient pas les tas, ils ne mesuraient pas les ratios, et ils n'achetaient ni gadgets ni outils. Ce qu'ils faisaient, c'était simplement superposer des couches, empiler de la paille, des feuilles, des branches, des restes de nourriture et même du poisson, et laisser la nature faire ce qu'elle fait de mieux. Des agriculteurs de l'Antiquité qui enterraient un seul poisson sous un jeune plant de maïs, aux habitudes de compostage discrètes de George Washington sur sa propre ferme. Des rois et reines qui comprenaient l'importance sacrée d'une terre fertile aux impressionnants monticules de hugelkultur des vieilles fermes européennes, ces gens bâtissaient un sol noir, riche et friable, bien avant que quiconque ne prononce les mots bac à compost. Et certaines de leurs histoires vous feront dire attendez, ils ont fait quoi? À un moment donné de l'histoire, une reine égyptienne a même déclaré le ver de terre animal sacré, si important pour la fertilité du sol que le blesser était considéré comme une offense grave. Pourquoi? Parce qu'elle comprenait quelque chose que nous oublions souvent aujourd'hui. Un sol sain n'est pas fabriqué par des outils, il est fabriqué par la vie. Au cours de ce voyage, nous allons redécouvrir comment nos ancêtres ont bâti leur sol, non pas avec des machines ou des solutions achetées en magasin, mais avec de simples couches de matière organique qui se sont lentement transformées en le milieu de culture le plus riche imaginable. Et à la fin, vous pourriez vous surprendre à poser une question que de nombreux jardiniers n'envisagent jamais. Avons-nous vraiment besoin de bacs à compost? Ou nous sommes-nous simplement éloignés des méthodes silencieuses et puissantes que les agriculteurs ont utilisées pendant des milliers d'années? Commençons. La plupart d'entre nous considèrent le compostage comme une tendance écologique moderne, quelque chose qui n'est apparu qu'après que les jardiniers ont commencé à s'inquiéter des décharges, des déchets plastiques et de la durabilité. Mais si nous remontons loin dans l'histoire de l'humanité, une toute autre histoire apparaît. Les archéologues pensent aujourd'hui que certains des premiers agriculteurs de la planète compostaient déjà il y a plus de 12 000 ans. Dans les îles britanniques, des traces de champs anciens montrent que les agriculteurs de l'âge de pierre, dans ce qui est aujourd'hui l'Écosse, enrichissaient leur sol avec de la matière organique décomposée. Imaginez un instant, des gens qui n'avaient ni outils en métal, ni langue écrite, ni village permanent, mais qui savaient comment nourrir leur sol. Et ils ne transportèrent pas le compost dans des seaux, ils ne faisaient pas de tas soignés derrière la hutte. Non, ces premiers agriculteurs créaient leur sol à l'endroit même où ils plantaient. Ils rassemblaient tous les débris organiques dont ils disposaient, herbes, fibres végétales, excréments d'animaux, et les laissaient pourrir directement sur le champ. Ensuite, ils semaient des graines dans cette couche chaude et tendre, en décomposition. En d'autres termes, ce que de nombreux jardiniers appellent aujourd'hui le jardinage en lasagne ou le compostage en nappe pourrait bien être l'une des plus anciennes habitudes agricoles de l'humanité. Et cela ne se passait pas seulement en Europe. À travers le monde antique, les premières civilisations découvraient la même vérité. Les déchets organiques ne sont pas du tout des déchets, c'est le début d'un nouveau sol. Vers 2300, avait Mircea en Mésopotamie, des tablettes d'argile sous le règne du roi Sargon décrivent des agriculteurs améliorant leurs champs avec de la matière organique décomposée. Ces tablettes sont les plus anciens documents écrits sur le compostage jamais trouvés. 1000 ans plus tard, les Romains ont perfectionné la pratique.
En l'an 160 av. J.C., l'écrivain romain Caton l'Ancien expliquait comment les agriculteurs mélangeaient le fumier de chèvre, de mouton et de bétail, et le combinaient avec de la paille, des cosses, des feuilles de chêne et des déchets végétaux pour créer de puissants tas de compost. Les Romains ont même expérimenté différentes méthodes, en épandant le fumier directement sur les champs, en empilant des tas de fumier à l'extérieur de la ville ou en trempant de la paille dans du purin pour créer un engrais riche en nutriments. Clairement, il y a 2000 ans, les agriculteurs comprenaient déjà comment fabriquer du sol à partir de restes organiques. Et ils n'étaient pas les seuls. En Égypte, le compostage était si important que la reine Cléopâtre elle-même le prenait au sérieux. Elle avait reconnu que les vers de terre étaient essentiels à la fertilité du sol, si essentiels en fait, qu'elle les a déclarés sacrés. Il était interdit de sortir des vers de terre d'Égypte, sous peine de mort. Pensez-y, une monarque de l'Antiquité protégeant d'humbles vers, parce qu'elle comprenait que sans eux, le sol et le royaume s'effondreraient. À travers l'Asie, l'histoire se poursuit. Les anciens agriculteurs chinois et indiens compostaient des milliers d'années avant l'agriculture moderne. Ils mélangeaient le fumier à la paille, enterraient les déchets organiques dans le sol et recyclaient presque chaque bribe de matière végétale et animale. Les agriculteurs chinois extrayaient la boue des canaux, la faisaient sécher, l'empilaient en couches avec du fumier et la laissaient se décomposer pendant l'hiver. Au printemps, elle devenait un humus dense, sombre et riche en nutriments, prêt pour les champs. Ils cultivaient même des plantes fixatrices d'azote, comme l'alfalfa, juste pour les faucher et les ajouter aux fosses de compostage. Lorsque l'agronome américain F. H. King a voyagé à travers l'Asie au début des années 1900, il a été stupéfait. Il a écrit dans Farmers of 40 Centuries que les agriculteurs asiatiques avaient perfectionné un système en boucle fermée qui restituait chaque nutriment possible au sol. Pourtant, alors que l'Asie et l'Europe affinaient le compostage, un autre groupe, de l'autre côté du monde, développait des méthodes tout aussi brillantes. Les peuples autochtones des Amériques, bien avant l'arrivée des Européens, comprenaient quelque chose qui a surpris les premiers colons. Plusieurs tribus, comme les Iroquois, ont appris aux colons à enterrer un petit poisson sous chaque graine de maïs. À mesure que le poisson se décomposait, il nourrissait la jeune plante pendant des semaines. C'était du compostage souterrain. Ils pratiquaient également la stratification de surface. Ils dispersaient des feuilles, de l'herbe, des plantes séchées et des résidus de culture sur leurs champs, puis recouvraient le tout d'un peu de terre. Avec le temps, ces couches se décomposaient exactement là où elles se trouvaient, formant de nouveaux horizons de terre noire et riche. Certaines tribus roulaient même les graines dans de l'argile mélangée à du compost, créant des boules de graines qui protégeaient la semence des oiseaux et la nourrissaient lentement au fur et à mesure de sa germination. Ce n'était pas unique à l'Amérique du Nord. En Afrique de l'Ouest, les agriculteurs créaient ce que les scientifiques appellent aujourd'hui la terre noire africaine. Des générations durant, ils ont brûlé du bois pour en faire du charbon, l'ont mélangé à des déchets organiques et du fumier, et l'ont épandu sur les mêmes parcelles année après jour. Le résultat était un sol noir fertile qui restait productif pendant des siècles. Cela vous semble familier? C'est normal, car des sols similaires ont été créés dans le bassin amazonien. Là, les communautés autochtones ont fabriqué la terra preta, l'un des sols les plus riches au monde, en superposant de la matière végétale, des restes de nourriture, des os et du charbon de bois profondément dans la terre. Des centaines d'années plus tard, ces sols produisent toujours des récoltes abondantes. En regardant la carte, de l'Égypte à la Chine, de Rome à l'Amazonie, une chose devient claire. Avant même que les bacs à compost n'existent, les populations partout savaient déjà comment créer du sol en superposant de la matière organique.
Pas d'outils, pas de contrôle de température, pas de composteur rotatif en plastique, juste des couches et la vie faisant ce qu'elle fait de mieux. C'est le véritable début du compostage, non pas dans un bac en plastique, mais dans la relation ancestrale entre les hommes et la terre sous leurs pieds. De toutes ces histoires, à travers l'histoire, une vérité simple remonte à la surface. Les agriculteurs d'autrefois bâtissaient leur sol par couches. De la paille sur des feuilles sur de l'herbe sur du fumier sur de la terre, couche après couche, jusqu'à ce que le temps et la nature transforment ces piles de débris organiques en une terre neuve et fertile. Pas de bac, pas de composteur en plastique, pas de gadget d'aération. Juste le rythme tranquille de la nature faisant ce pourquoi elle a été créée. Chaque culture, de l'Asie à l'Europe en passant par les Amériques, a trouvé sa propre façon d'utiliser les couches pour bâtir le sol qui a soutenu des civilisations entières. Bien avant l'invention du premier bac à compost, les agriculteurs comptaient sur quelque chose d'incroyablement simple: le tas de compost extérieur. Ils choisissaient un coin du jardin ou le bord d'un champ, et cet endroit devenait le berceau de la fertilité de la saison suivante. On y empilait tout: paille sèche, feuilles mortes, litière d'étable, fumier de bétail, légumes gâtés et déchets de jardin, empilés en couches comme un gâteau naturel et rustique. Une couche de paille sèche ou de matière végétale pour le carbone. Une couche de fumier frais ou d'herbe verte pour l'azote. Puis, une fine pincée de terre ou de cendre pour contrôler les odeurs, éloigner les nuisibles et maintenir l'humidité. Ensuite, la stratification recommençait: paille, fumier, terre, et ainsi de suite. Au fil des générations, les agriculteurs ont découvert une sorte de ratio d'or: 3 volumes de matière sèche riches en carbone, pour un volume de matière verte riche en azote. C'est presque exactement le ratio carbone-azote de 30 pour 1, recommandé aujourd'hui par la science moderne du compost. Il est remarquable de penser que des gens sans microscope, sans manuel d'agriculture et sans thermomètres à compost atteignaient le même équilibre nutritionnel que celui que les chercheurs célèbrent aujourd'hui. Au début des années 1900, Sir Albert Howard a étudié le compostage traditionnel en Inde et est parvenu à la même conclusion. Il a écrit que le meilleur compost provenait de 3 parts de matière végétale sèche pour 1 part de fumier, disposé comme un sandwich, légèrement humidifié et occasionnellement retourné. Mais les agriculteurs de toute l'Europe n'ont pas attendu les scientifiques pour valider la technique. Ils construisaient d'énormes tas ouverts en bordure de leurs champs, s'élevant parfois à 1,50 m de haut. Laissés à découvert sous la pluie, le gel et la neige, ces tas rustiques étaient les moteurs silencieux de l'agriculture d'autrefois. S'ils semblaient désordonnés à l'extérieur, à l'intérieur, ils transformaient les déchets en ce que les agriculteurs appelaient l'or noir. Ces tas étaient commencés à l'automne et laissés à maturité durant l'hiver. Au printemps, ils s'étaient décomposés en un compost sombre et friable, prêt à être épandu dans les champs avant la plantation. Certes, il y avait des inconvénients. Ils nécessitaient de la place, pouvaient sentir mauvais et attiraient parfois les mouches. Mais les vieux agriculteurs étaient astucieux. Ils dispersaient une fine couche de terre ou de cendre sur chaque nouvelle couche. Cela agissait comme un couvercle naturel, réduisant les odeurs, décourageant les insectes et ajoutant des microbes du sol qui accéléraient la décomposition. Une astuce simple que les composteurs modernes utilisent encore. À l'intérieur de ces tas, le monde microbien s'animait. À mesure que les microbes se multipliaient, ils chauffaient le tas, atteignant parfois 50 à 60 degrés Celsius, une chaleur suffisante pour tuer les graines de mauvaises herbes et les agents pathogènes nocifs. Puis, à mesure que la décomposition ralentissait, la chaleur s'estompait et le tas se stabilisait vers sa maturité. Les agriculteurs expérimentés n'avaient pas besoin d'outils,
pour savoir quand le compost était prêt. Ils en jugeaient au toucher, à l'odeur et à la couleur brun chocolat profond que seul un compost bien mûr peut offrir. Même le premier président des États-Unis, George Washington, était un composteur enthousiaste. À Mount Vernon, il a fait construire une fosse de compostage couverte, un stercoraire, près de ses écuries. Il ordonnait aux ouvriers de ratisser chaque débris de déchets sur la propriété, pour le jeter dans la fosse. Washington n'en connaissait pas la science. Il n'en avait pas besoin. Il observait simplement que le compostage rendait la terre plus riche et plus productive. Dans ses lettres à d'autres agriculteurs, y compris l'écrivain agricole britannique Arthur Young, Washington discutait souvent de ses expériences de compostage, d'amendement du sol et même de sa tentative ratée de fertiliser avec de la boue de la rivière Potomac avant de se tourner pleinement vers le compost. Ainsi, dès l'aube des États-Unis, parmi ses premiers dirigeants, il y avait déjà une poussée discrète vers la régénération du sol, un mouvement qui finirait par inspirer le renouveau de l'agriculture biologique. Et tout comme les agriculteurs qui l'avaient précédé, Washington comptait sur le même secret ancestral, les couches. De simples couches construites sur le sol, se transformant avec le temps et nourrissant la terre qui nourrissait les hommes. Alors que de nombreux agriculteurs de l'Antiquité fabriquaient du compost en tas ouvert, il existait une autre méthode, tout aussi ancienne et ingénieuse. Elle ne nécessitait ni bac, ni retournement, ni outils, et presque aucun effort. C'était le simple fait de creuser une tranchée et d'enterrer la matière organique directement dans le sol. Aujourd'hui, nous appelons cela le compostage en tranchée. Mais les agriculteurs le pratiquent depuis des milliers d'années, bien avant que ce nom n'existe. Imaginez un agriculteur du passé près d'une étable ou d'un jardin. Au lieu d'empiler le fumier et les déchets végétaux au-dessus du sol, il creusait simplement une fosse peu profonde. Dans cette fosse, tout y passait. Le fumier balayait des stalles, les restes de cuisine, le foin gâté, les mauvaises herbes et les résidus végétaux après la récolte. Puis il recouvrait le tout de terre. C'était tout. Pas de tas, pas de désordre, pas d'odeur dérivant dans la cour. Le sol lui-même devenait le bac à compost. Dans les champs agricoles, cette méthode prenait la forme de petites tranchées creusées entre les rangs de plantations. Après la récolte, les vieilles tiges et feuilles étaient déposées dans la tranchée et enterrées durant l'hiver. Tout se décomposait sous terre, enrichissant silencieusement le sol pour la saison suivante. C'était le compostage caché à la vue de tous, et à bien des égards, c'était du génie. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord pratiquaient une version de cette méthode des siècles avant l'arrivée des Européens. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, certaines tribus enterraient un poisson sous chaque graine de maïs. C'était du compostage en tranchée à une échelle réduite et précise, un trou de plantation à la fois. Le poisson se décomposait lentement, nourrissant le jeune plant de maïs semaine après semaine. À plus grande échelle, certains jardiniers maintenaient une longue tranchée en bordure de leur propriété. Chaque jour, ils y vidaient des restes de cuisine, des feuilles mortes ou du fumier de poule à une extrémité de la tranchée et les recouvraient d'un peu de terre pour éloigner les mouches et les odeurs. Jour après jour, la tranchée se remplissait pouce par pouce. Le temps qu'ils atteignent l'autre extrémité, la première section s'était déjà décomposée, devenant une terre riche, prête à être utilisée ou à être plantée directement au-dessus. Certaines personnes creusaient même des tranchées en cercle autour des arbres fruitiers, enterrant les déchets organiques dans un anneau afin que les racines de l'arbre puissent tranquillement s'étendre et se nourrir elles-mêmes. Pas d'engrais nécessaires, pas de transport, juste la lente générosité de la terre. Un jardinier a plaisanté. Tout le monde pense que composter signifie gérer un système. Mais avec le compostage en tranchée, il n'y a rien à gérer, et la terre se fabrique quand même. C'est là toute la beauté de la chose. On creuse, on dépose,
on recouvre. La nature s'occupe du reste. Le compostage en tranchée résout également un problème qui frustre de nombreux jardiniers modernes, les animaux et les insectes. Comme tout est enterré, les rongeurs, les mouches et les nuisibles sont bien moins intéressés. Et comme vous n'ajoutez qu'une petite quantité de matière chaque jour, le ratio vert-brun s'équilibre de lui-même avec le temps. Vous n'avez besoin de rien mesurer. Vous n'avez besoin de rien ajuster. Le sol devient le thermostat, le mélangeur et le protecteur. Dans toute l'Europe, les familles ont utilisé cette méthode pendant des siècles, en particulier dans les zones où les tas ouverts étaient découragés pour des raisons esthétiques ou sanitaires. Dans certaines régions, les gens creusaient des fosses à compost avec des couvercles en bois directement dans leur jardin. Une façon discrète et sans odeur de gérer les déchets organiques. Lorsque Sir Albert Howard a étudié le compostage asiatique traditionnel au début des années 1900, il a lui-même commencé par des fosses ressemblant à des tranchées. Il utilisait 33 grandes fosses à compost, chacune de 9 mètres de long, pour contenir des couches de déchets agricoles et de fumier. Il laissait le matériel préfermenté sous terre pendant quelques semaines, là où l'humidité était préservée et les nutriments restaient en place. Ce n'est qu'ensuite qu'il extrayait le matériel pour construire des tas hors sol pour le compostage final. En d'autres termes, même l'un des fondateurs de l'agriculture biologique moderne a appris ses premières méthodes auprès d'agriculteurs locaux qui enterraient la matière organique depuis des générations. Et aujourd'hui, le compostage en tranchée fait un retour discret. Les magazines de jardinage l'appellent la méthode on installe et on oublie. Car, véritablement, il n'y a rien à acheter, rien à retourner et rien à surveiller. Pas de thermomètre, pas de calendrier de retournement, pas d'équilibrage entre carbone et azote. Vous enterrez simplement vos déchets organiques et vous vous en allez. Des mois plus tard, lorsque vous creusez à nouveau dans la zone, vous trouvez un sol tendre, riche et meuble. Le genre de sol dont rêvent les jardiniers. Il n'y a qu'un petit défi, se rappeler exactement où vous avez enterré les choses. Certains jardiniers marquent leurs tranchées avec des pierres ou des bâtons. D'autres divisent le jardin en 3 zones et font une rotation des zones de tranchées chaque année. Cela s'intègre au rythme du jardin. Et voici un bel effet secondaire auquel beaucoup de gens ne s'attendent pas. Le compostage en tranchée ameublit et aère doucement le sol chaque fois que vous creusez, ce qui signifie qu'avec le temps, votre jardin glisse naturellement vers un système sans labour. Un système qui protège les microbes, encourage les vers de terre et bâtit une fertilité permanente. En fin de compte, le compostage en tranchée est la preuve de quelque chose de profond et d'intemporel. Quand nous prenons du recul, quand nous cessons de gérer chaque détail, la Terre sait exactement quoi faire. Il existe une autre méthode ancestrale de création de sols riches qui ne nécessite ni tas, ni bac, ni même de tranchées. C'est le simple fait de déposer des matières organiques directement sur le sol et de laisser la nature transformer ces couches en un tout nouveau lit de culture. Imaginez que vous vous tenez sur une parcelle d'herbe, tenace, ou un sol dur et fatigué. Au lieu de tout bêcher, les agriculteurs d'autrefois avaient une solution silencieuse et brillante. Ils recouvraient simplement la surface de matière organique. Une couche de branches et de feuilles, puis de la paille, puis du fumier ou des restes de cuisine, peut-être même du vieux papier ou des fibres végétales. Ensuite, une fine pincée de terre ou de cendre, puis une autre couche de matière organique, suivie d'un autre saupoudrage de terre. Couche après couche, comme un gâteau construit lentement sur le sol. Enfin, il recouvrait le tout d'une couverture de paille ou de feuilles mortes pour maintenir l'humidité et étouffer les mauvaises herbes. Et puis, il s'en allait. Pendant des mois, la pluie, le temps, les microbes et les vers de terre travaillaient ensemble sous cette couverture tranquille. Et à la saison suivante, ces couches n'étaient plus des couches,
elles étaient devenues un sol tendre, noir et fertile. Si cela vous semble familier, c'est normal. C'est le même principe que celui du jardinage sans labour moderne, ou ce que beaucoup appellent aujourd'hui le jardinage en lasagne, parce que les couches empilées ressemblent au célèbre plat italien. Mais ce qui est fascinant, c'est ceci. Bien avant que quiconque n'invente le nom de jardinage en lasagne, les agriculteurs du monde entier le pratiquaient déjà. Les traditions agricoles autochtones des Amériques et d'Asie ont utilisé cette méthode pendant des générations. Certaines communautés répandaient des résidus végétaux ou des engrais verts directement sur les champs et les laissaient se décomposer sur place. Au Vietnam, les agriculteurs enfouissaient des plantes d'engrais, verts frais comme le haricot mungo ou le dien pang directement à la surface du sol. Après la récolte du riz, ils couvraient les champs de paille et la laissaient simplement s'ameublir en humus avec le temps. C'était du compostage en nappe, bien avant que quiconque ne l'appelle ainsi. Et les avantages sont énormes. Parce que tout se décompose à l'endroit même où les plantes pousseront, rien n'est perdu par le vent ou le ruissellement. Les nutriments restent exactement là où ils sont nécessaires. Et à mesure que les couches se décomposent, elles attirent les vers de terre, les champignons et d'innombrables microbes bénéfiques. Ces minuscules travailleurs creusent des tunnels dans le sol, mélangeant les couches pour vous. Après une saison, vous pouvez retirer le paillis et découvrir un écosystème vivant. Une terre noire pleine de vers, aérée et humide, le tout construit sans labour, sans transport de compost et sans perturber la structure naturelle du sol. Une utilisation puissante de cette méthode consiste à créer un tout nouveau lit de jardin sur de l'herbe sans creuser. Au lieu d'arracher le gazon, ce qui est épuisant et rarement parfait, les jardiniers posent des feuilles de carton ou de papier journal. Celles-ci bloquent la lumière du soleil, étouffent l'herbe et se décomposent lentement. Viennent ensuite les couches, feuilles, paille, fumier, restes de cuisine, copeaux de bois ou toute matière organique disponible. Par-dessus vient une dernière couche de paillis. Et en quelques mois, l'herbe a disparu, le carton est à moitié mangé par les vers, et un nouveau lit de jardin fertile est prêt pour la plantation. Pas de sueur, pas de mauvaises herbes, pas de jurons contre les racines tenaces. Il n'est pas étonnant que l'on appelle le jardinage en lasagne le jardinage pour les paresseux. Mais la vérité est que c'est un jardinage pour les gens intelligents, un jardinage qui travaille avec la nature plutôt que contre elle. Comme tout système vivant, le compostage en nappe réussit mieux avec l'équilibre. Une règle de base simple consiste à utiliser 2 parts de matières brunes riches en carbone, comme les feuilles mortes ou la paille, pour une part de matières vertes riches en azote, comme l'herbe fraîchement coupée ou les restes de cuisine, le tout humidifié légèrement jusqu'à ce que cela ressemble à une éponge essorée. Mais même dans ce cas, cette méthode est indulgente. Trop de brun, et cela se décompose simplement plus lentement. Trop de vert, et cela se compacte ou sent un peu. La nature finira toujours par corriger le tir, simplement selon son propre calendrier. Les jardiniers d'aujourd'hui louent le jardinage en lasagne pour l'amélioration de la structure du sol, la rétention de l'humidité, la réduction des mauvaises herbes et la création de matières organiques plus rapidement que de nombreuses méthodes traditionnelles. En vérité, ce sont les mêmes avantages dont jouissaient les agriculteurs de l'Antiquité, lorsqu'ils recouvraient leurs champs de matière végétale, bien avant l'ère des engrais chimiques. Le paillage moderne provient de cette même lignée. Ce qui a commencé comme un moyen de limiter les mauvaises herbes et de garder le sol humide, s'est finalement révélé être un moyen puissant de nourrir la terre. Peu importe l'époque, une règle est toujours restée la même. Si vous continuez à nourrir le sol continuera à vous nourrir. Parmi toutes les techniques de stratification anciennes, peu sont aussi spectaculaires ou aussi belles que la hugelkultur. Le mot est allemand et signifie
culture sur monticule. Mais les jardiniers d'aujourd'hui la connaissent simplement sous le nom de culture sur butte de bois. Un jardin surélevé construit autour d'un cœur de bûche. Cette méthode a débuté en Europe centrale, pratiquée discrètement pendant des siècles dans les campagnes allemandes et les régions voisines. Et l'idée est audacieuse. Au lieu de jeter le vieux bois, les agriculteurs empilaient de grosses branches et des bûches en un monticule, puis superposaient des végétaux frais, du fumier et des restes de cuisine par-dessus, et recouvraient enfin le tout de terre pour former une haute crête en dos de chameau. Pour finir, ils ajoutèrent de la paille ou de l'herbe, comme paillis pour retenir l'humidité. À l'intérieur de ce monticule, les bûches se décomposent lentement, fournissant du carbone à long terme. Les matières vertes fraîches apportent de l'azote, et la terre extérieure devient la surface de culture. En d'autres termes, vous créez un lit surélevé auto-fertilisant, qui nécessite beaucoup moins d'arrosage et beaucoup moins d'engrais pendant des années. C'est une idée élégante, issue d'une simple observation en forêt. Un arbre tombé se décompose lentement, devient une éponge pour l'eau de pluie et crée la pouponnière parfaite pour de nouvelles plantes. Les agriculteurs d'Europe centrale se sont donc dit « Pourquoi ne pas recréer cela directement dans le jardin ?» Les archives modernes montrent que la hugelkultur est apparue pour la première fois par écrit vers 1962 en Allemagne, mais la plupart des historiens s'accordent à dire que les agriculteurs la pratiquaient bien avant cela. L'agriculteur autrichien Sepp Holzer a aidé à la faire connaître mondialement en utilisant d'énormes buttes de hugelkultur pour faire pousser de la nourriture sur des flancs de montagnes rocheux. Mais Holzer n'inventait rien de nouveau. Il redécouvrait ce que d'innombrables agriculteurs anonymes avaient fait pendant des générations. Imaginez le processus. On creuse une longue tranchée, on y dépose d'épaisses bûches et des branches, on ajoute ensuite des couches de végétation fraîche et de fumier, puis on repousse la terre d'origine par-dessus, formant une haute crête triangulaire, dépassant souvent 1 mètre de hauteur. Avec le temps, à mesure que le bois s'affaisse, la butte s'enfonce doucement, devenant plus riche et plus stable chaque année. Et les bénéfices? Ils sont remarquables. À l'intérieur du monticule, le bois en décomposition agit comme une éponge géante, absorbant la pluie pendant les saisons humides et libérant lentement cette humidité stockée pendant les mois secs. Cela rend la hugelkultur incroyablement précieuse dans les zones souffrant de pénurie d'eau. En se décomposant, le bois dégage également de la chaleur, chauffant doucement le lit de l'intérieur et protégeant les racines des plantes lors des périodes de froid. Les agriculteurs ne comprenaient peut-être pas la science derrière ces avantages, mais ils en comprenaient les résultats. Les lits contenant du bois enfoui produisaient des plantes plus vigoureuses, les récoltes étaient meilleures, le sol restait humide plus longtemps et le système exigeait bien moins de travail. Même les immigrants d'Europe centrale ont apporté des méthodes similaires dans la région des Appalaches, aux États-Unis. Dans les zones inondables ou gorgées d'eau, ils empilaient du bois et des feuilles en monticules surélevés, donnant aux cultures de la hauteur au-dessus du sol détrempé. Dans les régions sèches, les monticules remplis de bois aidaient les cultures à survivre à la sécheresse. Construire une butte de hugelkultur traditionnelle est simple. Creusez une tranchée peu profonde, remplissez-la de bûches, les plus grosses durent de plus longtemps, ajoutez de l'herbe coupée, des feuilles et du fumier, recouvrez tout complètement de terre et façonnez le monticule de sorte que les côtés soient inclinés à environ 65 à 80 degrés pour un meilleur drainage et plus d'espace de plantation. Comme la butte est haute, les jardiniers stabilisent souvent les côtés avec du gazon, des branches tressées ou du paillis supplémentaire. Et bien que l'on puisse planter immédiatement, de nombreux experts recommandent de laisser reposer la butte pendant quelques mois, surtout si vous utilisez du bois frais. Au début de la décomposition, le bois peut temporairement absorber l'azote. Il est donc préférable de commencer par des cultures peu exigeantes si vous plantez tout de suite.
Et voici ce que les permaculteurs modernes préfèrent. La hugelkulture est flexible. Vous pouvez enterrer des bûches, des souches, des branches, même du tissu en coton ou du vieux carton, des matériaux qui seraient autrement gaspillés. Holzer lui-même a expérimenté de nombreux matériaux organiques insolites cachés au fond de ses buttes. Ce qu'il ne faut pas ajouter, bien sûr, ce sont des produits chimiques ou des déchets non organiques. Une butte de hugelkulture bien construite peut durer 5 à 6 ans, voire plus. À mesure qu'elle se tasse, il vous suffit de la recouvrir de paillis frais. Comme les bûches nourrissent le sol lentement au fil du temps, il est rarement nécessaire d'ajouter de l'engrais. C'est un brillant exemple de la créativité paysanne résolvant plusieurs problèmes. Surplus de bois, sol pauvre, pénurie d'eau, besoin de fertilité, le tout avec un seul système naturel stratifié. Un système qui prouve une fois de plus que les agriculteurs du passé savaient comment travailler avec la terre, et non contre elle. Voici quelque chose de vraiment étonnant. De nombreuses astuces ancestrales de création de sol dont nous avons parlé, celles transmises discrètement au sein des familles et des villages, ont maintenant été prouvées par la science agricole moderne. Au début du XXe siècle, alors que les engrais chimiques commençaient à envahir les fermes, une poignée de scientifiques pionniers a osé poser une question simple. Si l'engrais synthétique est l'avenir, alors pourquoi les agriculteurs traditionnels, qui n'ont pas les moyens de se l'offrir, obtiennent-ils toujours de bonnes récoltes? L'un de ces pionniers était Sir Albert Howard. En voyageant dans l'Inde rurale, il a découvert que les agriculteurs locaux, malgré la pauvreté et le manque d'outils modernes, maintenaient des sols fertiles simplement en recyclant les déchets agricoles. Il a remarqué comment ils superposaient la paille au fumier, maintenaient le tout humide et le laissaient se décomposer dans des fosses à l'ancienne. Howard a étudié leur système de près, puis l'a organisé en ce qui est devenu la célèbre méthode d'Indore, publiée en 1931, l'un des premiers manuels scientifiques sur le compostage. Le système d'Indore était magnifiquement structuré. Environ 15 cm de matière végétale sèche, une couche de 5 cm de fumier, une pincée de terre fine mélangée à de la chaux ou du phosphate naturel pour équilibrer l'acidité, puis la répétition de ces couches jusqu'à environ 1,50 m de hauteur. L'humidité était maintenue constante, comme une pluie d'été, écrivait Howard, et le tas était retourné 2 fois pour l'oxygénation. Après environ 3 mois, le résultat était un compost riche et sombre qui aidait à restaurer les terres agricoles épuisées à travers l'Inde. Cette seule découverte a contribué à déclencher le mouvement moderne de l'agriculture biologique. Aux États-Unis, G.E. Rodal a repris le flambeau dans les années 1940 et 50. Il a encouragé les jardiniers américains à fabriquer leur propre compost, plutôt que de dépendre de sacs d'engrais chimiques. Il affirmait qu'un bon sol ne sert pas seulement à nourrir les plantes, il s'agit de nourrir la vie dans le sol lui-même. Et la science lui a donné raison. Les chercheurs ont révélé que le compost ne se contente pas de fournir des nutriments. Il reconstruit l'architecture même du sol. Il augmente l'activité microbienne, aide les plantes à résister aux maladies et stimule la capacité de rétention d'eau. Les engrais chimiques peuvent nourrir les cultures, mais le compost nourrit l'écosystème qui maintient les cultures en vie. Et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. De nombreuses pratiques folkloriques mystérieuses du passé se sont avérées avoir des bases scientifiques solides. Par exemple, les anciens agriculteurs qui ajoutaient des cendres de bois ou du charbon de bois à leur compost ne devinaient pas. Ils créaient, sans le savoir, du biochar, une forme stable de carbone qui améliore la fertilité du sol et la rétention d'humidité. Pendant des décennies, c'est exactement ce qui a rendu les terres noires d'Afrique et la terra preta d'Amazonie si légendaires. Des générations de familles ont brûlé et enterré des matières végétales, des os et du charbon de bois, créant ainsi certains des sols les plus riches de la planète.
Ou considérez ces premiers agriculteurs qui ramassaient les sédiments boueux des étangs, les faisaient sécher et les compostaient avec du fumier. La science du sol confirme aujourd'hui que cela ajoutait des minéraux argileux et des microbes aquatiques, augmentant les oligo-éléments et améliorant naturellement la texture du sol. Et vous souvenez-vous de Cléopâtre déclarant les vers de terre sacrés? Eh bien, aujourd'hui, les biologistes appellent les vers des ingénieurs de l'écosystème. Ils aèrent le sol, broient la matière organique et créent des canaux qui transportent l'eau profondément sous terre. Partout où les vers prospèrent, la fertilité du sol suit presque toujours. Même la vieille idée de « bâtir le sol », une expression que nos grands-parents utilisèrent avec désinvolture, est devenue un principe scientifique. Les écologistes utilisent désormais le même terme. Cela inclut l'ajout de matière organique, la réduction du labour, la rotation des cultures et l'utilisation du compost pour transformer lentement le sol en un organisme vivant plutôt qu'en un milieu sans vie. Et il y a plus. Les scientifiques de l'environnement ont découvert que le compostage réduit considérablement les émissions de méthane par rapport à l'élimination des déchets organiques dans les décharges. Enterrés sans oxygène, les déchets alimentaires produisent du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Mais lorsqu'ils sont compostés de manière aérobie, ce méthane ne se forme jamais. En d'autres termes, les agriculteurs de l'Antiquité n'amélioraient pas seulement leur récolte, ils protégeaient l'environnement sans le savoir. Même dans l'Amérique des débuts, les dirigeants comprenaient le pouvoir du soin apporté au sol. Un officiel de l'époque de George Washington a remarqué « À mesure que les États-Unis grandissent, nous avons besoin de meilleurs agriculteurs. » Et à cette époque, meilleur signifierait en partie rendre au sol ce qui lui avait été pris. C'est là, au fond, la philosophie de l'agriculture durable. Un cycle où l'on redonne et non où l'on se contente de prendre. Et chose remarquable, c'est la même philosophie partagée par les agriculteurs de la Chine à l'Afrique, de la Mésopotamie aux Amériques. Bien avant que les laboratoires n'existent, plus nous étudions le sol aujourd'hui, plus nous réalisons une vérité humiliante. Nos ancêtres n'étaient pas derrière nous, à bien des égards. Ils étaient en avance. Revenons maintenant à la grande question que nous avons posée au début. Avant que les bacs à compost n'existent, comment les agriculteurs bâtissaient-ils le sol avec des couches et avons-nous vraiment besoin de bacs à compost aujourd'hui? Croyez-le ou non, c'est l'un des débats les plus passionnés dans le monde du jardinage actuel. D'un côté, vous avez les adeptes des bacs modernes, ceux qui disent que les composteurs en plastique, les modèles rotatifs et les systèmes fermés rendent le compostage plus rapide, plus net et plus propre. Ils soutiennent que ces bacs éloignent les nuisibles, retiennent mieux la chaleur et préviennent les odeurs. Dans les espaces urbains restreints, les bacs peuvent sembler providentiels. Tout reste contenu, organisé et invisible pour les voisins curieux. De l'autre côté, vous avez les traditionalistes. Le clan « Laissons la nature faire le travail ». Ils soutiennent que la nature composte depuis des millions d'années sans bac et que les tas à l'air libre, les tranchées et le compostage en nappe créent un sol plus riche et plus biologiquement actif que n'importe quel conteneur. Alors, qui a raison? Examinons les deux côtés. Les bacs à compost modernes offrent de réels avantages. Ils maintiennent l'ordre, ce qui est important si vous vivez dans un quartier où un tas de compost en vrac pourrait faire froncer les sourcils. Ils retiennent bien l'humidité, piègent la chaleur et peuvent terminer un lot en seulement 1 ou 2 mois, contre 4 à 6 mois pour les tas à l'air libre. Ils réduisent les odeurs, limitent les mouches et, si le bac a une base grillagée, bloquent complètement les rongeurs. Pour les débutants, avoir un bac avec des instructions donne l'impression d'avoir des petites roues sur un vélo. Cela leur enseigne les ratios, les niveaux d'humidité et les programmes de retournement. Mais les composteurs de longue date sourient souvent et disent « Ce n'est pas le bac qui fait le bon compost, ce sont les bons ingrédients. » Et ils ont raison.
Si votre mélange est trop humide, trop sec, trop vert ou trop brun, peu importe qu'il soit dans un bac ou au milieu de la cour. À l'inverse, si vos matériaux sont correctement stratifiés, juste assez humides, avec un équilibre doux entre verts et bruns, le compost se décomposera magnifiquement même sans bac. C'est pourquoi de nombreux jardiniers biologiques expérimentés préfèrent l'état ouvert ou le compostage en tranchée. C'est simple, c'est naturel, et cela repose sur les meilleurs partenaires de compostage qui soient les vers de terre et les microbes du sol. Leur argument est convaincant. Les feuilles dans une forêt se transforment en humus chaque année, sans mur, sans couvercle, sans composteur rotatif. Alors, pourquoi emprisonner le système gratuit et autorégulé de la nature dans une boîte en plastique? Certains jardiniers soulignent même que les bacs fermés, en particulier ceux en plastique noir, peuvent parfois devenir trop chauds ou trop secs. Lorsque cela arrive, les microbes bénéfiques meurent. Pendant ce temps, un grand tas ouvert possède des zones de température intégrées. Si le centre devient trop chaud, les microbes migrent simplement vers l'extérieur, dans des zones plus fraîches. Le tas se régule de lui-même, comme dans la nature. Ensuite, il y a la question du travail. Les partisans des bacs se vantent souvent de la facilité avec laquelle on peut faire tourner un composteur rotatif quelques fois par semaine. Mais les traditionalistes répliquent avec un sourire: pourquoi le retourner? Les vers le feront pour vous. Et ils n'ont pas tort. Le compostage en tranchée, la vieille méthode consistant à enterrer les restes de cuisine et les déchets de ferme dans une tranchée peu profonde, ne nécessite aucun retournement. Vous enterrez simplement le matériel, vous recouvrez, vous partez et vous laissez la vie du sol s'occuper du reste. Des mois plus tard, cette tranchée devient un sol meuble et fertile, sans que personne n'ait à soulever une pelle à nouveau. Pour les personnes âgées, les familles occupées ou toute personne ayant une force physique limitée, ce style, sans les mains, peut sembler plus accessible que de manipuler un bac à compost lourd ou de faire tourner un composteur rotatif plein. Bien sûr, le compostage à ciel ouvert a ses inconvénients. Dans les zones comptant beaucoup de rongeurs ou d'animaux sauvages, un tas exposé peut se transformer en buffet nocturne. De fortes pluies peuvent saturer un tas extérieur, lessivant les nutriments. Et certaines personnes ne veulent tout simplement pas d'un tas visible dans leur jardin. Elles préfèrent quelque chose de discret, propre et fermé. La vérité est donc que ce débat n'a pas de réponse universelle. Votre climat, votre espace, vos capacités physiques, votre patience, vos nuisibles, tout cela compte. Mais voici un juste milieu étonnamment serein. Utilisez un bac à compost s'il convient à votre style de vie, mais gérez-en le contenu exactement comme les agriculteurs de l'Antiquité superposaient leurs matériaux. Commencez par une couche de base grossière, alternez les bruns et les verts, ajoutez une pincée de terre et gardez le tout aussi humide qu'une éponge essorée. En d'autres termes, considérez votre bac à compost comme un simple conteneur, pas comme le cerveau de l'opération. De nombreux experts soulignent que pour construire un tas réellement chaud, il faut une masse d'environ 1,20 m de haut. Si votre bac est petit, envisagez d'empiler 2 bacs verticalement ou de créer un système stratifié plus haut à l'intérieur. Si les rongeurs sont un problème, placez un grillage au fond. Si vous vivez dans un climat pluvieux, ajoutez un couvercle ou un petit toit, exactement comme nos ancêtres qui recouvraient les tas de paille ou de feuilles pour les protéger des tempêtes. En fin de compte, le but n'est pas de vénérer les bacs ou de les rejeter. Le but est de bâtir un bon sol. George Washington Carver, l'un des plus grands scientifiques agricoles d'Amérique, disait que le compost est un engrais naturel que même l'agriculteur le plus pauvre peut fabriquer. Il incitait les cultivateurs à bâtir d'abord leur sol, car un sol sain rembourse chaque once de soin par des récoltes plus vigoureuses. Les outils peuvent changer,
La technologie évolue, mais la nature reste le plus grand des professeurs. Si nous observons comment les feuilles se décomposent en forêt, comment les herbes se dégradent dans une prairie, comment une bûche tombée devient de la terre, nous réalisons que le meilleur compost est souvent fabriqué sans aucun bac. Quand on regarde en arrière, des champs de l'Antiquité au jardin d'aujourd'hui, une vérité apparaît avec éclat. Nos ancêtres n'avaient peut-être pas d'outils modernes, mais ils possédaient une sagesse écologique remarquable. Ils comprenaient le cycle de la vie bien avant que la science ne lui donne un nom. Les plantes puisaient des nutriments dans le sol, leurs feuilles retournaient à la terre, et le sol nourrissait la génération de cultures suivantes. En superposant de la matière organique, des tas de paille dans la cour, des tranchées derrière la maison, des couvertures de paillis dans les champs, les agriculteurs ont maintenu leurs terres fertiles pendant des siècles, sans produits chimiques, sans bacs en plastique et sans outils compliqués. Ces couches d'humus ont littéralement nourri les civilisations qui ont nourri le monde. L'histoire d'avant l'existence des bacs à compost n'est pas seulement une question de jardinage. C'est un rappel de ce qui se passe lorsque nous travaillons avec la nature, au lieu d'essayer de la contrôler. Et aujourd'hui, alors que nous faisons face au changement climatique, à l'érosion des sols et à la disparition de la fertilité, ces vieilles techniques semblent soudain non pas primitives, mais visionnaires. Des méthodes, comme le compostage en tranchées, la stratification en nappes et la hugelkultur, renaissent aujourd'hui sous un nouveau nom. L'agriculture régénératrice. Une agriculture qui restaure le sol au lieu de l'épuiser. C'est la preuve que le passé n'est pas derrière nous. À bien des égards, il est devant nous. Et voici la meilleure partie. Vous pouvez utiliser ces techniques ancestrales directement dans votre propre jardin. Pas de bac à compost? Pas de problème. Creusez une petite tranchée dans un coin de votre terrain, enterrez les restes de cuisine de la semaine et recouvrez-les de terre. Revenez dans quelques mois et vous trouverez cette parcelle plus meuble, plus sombre et plus riche que le sol environnant. Vous avez un tas de branches mortes derrière la remise. Au lieu de les brûler, disposez-les à la base d'un nouveau lit surélevé, ajoutez de l'herbe coupée et de la terre. Et vous venez de créer une mini-butte de hugelkultur qui retient l'eau comme une éponge. Vous en avez assez de combattre la même parcelle de mauvaises herbes chaque année? Posez du carton, puis empilez des couches de feuilles, de fumier et de terre directement par-dessus. Au printemps, les mauvaises herbes auront disparu et vous aurez un lit magnifique et souple, prêt pour la plantation. Chaque fois que vous ajoutez une couche de matière organique, vous ne faites pas que du jardinage. Vous nourrissez le sol. Et un sol sain fait pousser des plantes saines. Nos ancêtres ne parlaient peut-être pas de microbes ou de ratio de carbone, mais ils comprenaient quelque chose de profond. On doit rendre à la terre ce qu'on lui prend. George Washington conservait chaque débris pour ses fosses de compost. Les agriculteurs asiatiques collectaient chaque paille et chaque poignée de fumier pour la saison suivante. Des générations se sont appuyées sur la même philosophie simple. Nourrissez le sol, et le sol vous nourrira. Alors que nous terminons ce voyage, j'espère que vous avez acquis non seulement des connaissances, mais aussi de l'inspiration. Du sol de la forêt au lit de votre propre jardin, la même magie silencieuse est à l'œuvre. Le compost, qu'il soit dans un bac ou dans la terre, nous relie à des milliers d'années d'expérience humaine. Essayez donc l'une de ces techniques ancestrales dans votre jardin. Expérimentez, jouez, et laissez la nature vous montrer ce qu'elle a toujours su. Vous serez peut-être étonné de la réaction de votre sol, de la façon dont il s'assouplit, s'assombrit et reprend vie sans engrais coûteux ni système compliqué. C'est le cadeau de notre passé à notre présent, une façon de vivre plus verte, plus riche et plus durable, en commençant par le sol sous nos pieds. Si ce voyage, à travers l'histoire du sol, a changé votre regard sur les déchets organiques de votre cuisine ou les feuilles de votre jardin,
N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous exhumons la sagesse ancienne que les systèmes modernes ont tenté d'enterrer. Plantons ensemble les graines d'un avenir plus vert. Le prochain trésor des secrets de la nature sera bientôt révélé.